Apolline de Malherbe, bonsoir. Laurent Neumann, bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes avec Jean-Baptiste Souffron, bonsoir. Vous êtes l'avocat de l'association Anticorps, c'est vous qui avez porté plainte. Alors, expliquez à ceux qui nous regardent de quoi il s'agit. Écoutez, Monsieur Colère, depuis 2010, évolue dans un curieux mélange des genres, puisqu'il est simultanément haut fonctionnaire de l'État, et en même temps, il se trouve que sa famille est la propriétaire et la fondatrice d'un géant de l'armateur, une très grande entreprise suisse qui s'appelle Mediterranean Shipping Company, plus connue chez nous pour MSC Croisières, mais qui est beaucoup plus importante que cela, puisqu'elle fait 26 milliards de chiffres d'affaires annuels et 6 milliards d'euros de bénéfices, voire même plus. Et c'est l'un des clients très important des chantiers navals de Saint-Nazaire. Exactement. Or, M. Colère s'est retrouvé à représenter l'État au conseil d'administration de ces chantiers navals en 2010. À ce moment-là, il a siégé au conseil d'administration, il a obtenu des informations, il a pris des décisions. Il aurait dû, à cette époque déjà, refuser ces postes et probablement demander à ce que quelqu'un d'autre soit nommé à sa place. Ça n'a pas été fait. Et à partir de là, on rentre dans une spirale qui ne cesse de s'accentuer, où à chaque fois, on a l'impression que ça n'est pas si grave. Pourquoi une spirale ? Bien parce qu'il est d'abord nommé au conseil d'administration, c'est un poste important, mais il reste haut fonctionnaire de la direction du Trésor. Mais ensuite, il devient directeur de cabinet adjoint du ministre de l'économie. Il commence à prendre des décisions sur des contrats, sur des garanties. Il a la main. Puis ensuite, il devient directeur de cabinet de M. Macron. Et ensuite, enfin, il le rejoint dans sa campagne en tant que secrétaire général. Finalement, un mois plus tard, il décide de rejoindre sa maison mère, en quelque sorte, en devenant leur directeur financier. Une fois là-bas, eh bien, il fait du lobbying. Il va présenter des offres de rachat des chantiers pour Mediterranean Shipping Company, alors qu'il était de l'autre côté de la barrière 6 mois plus tôt. Et enfin, 3 semaines plus tard, il devient secrétaire général de l'Élysée. Et là, soudainement, les accords qui avaient été passés entre les chantiers de l'Atlantique et la société italienne Fincantieri ne sont plus des accords, sont remis en cause. L'État revient sur sa parole et décide finalement de relancer des négociations, semble-t-il, d'après les dirigeants de la famille, des dirigeants de la société suisse, monsieur Aponte, à leur initiative et afin de pouvoir représenter à nouveau leur offre. Alors, rappelons que cette société a été donc créée et dirigée par les cousins de sa mère, précisément. Laurent Neumann, Apolline de Malherbe, c'est une affaire grave ? Comment l'Élysée la regarde ? Pour le moins gênante. Alexis Colère lui-même estime que ce n'est pas une affaire, pour reprendre d'ailleurs les termes qui ont été dits tout à fait officiellement tout à l'heure par Jean-Christophe Castaner. Il ne voit pas ce qu'on lui reproche, il estime que ce sont des reproches totalement infondés. Et d'ailleurs, vous remarquerez que c'est l'Élysée qui défend Alexis Colère, puisque c'est l'Élysée qui a fait savoir qu'il rejetait absolument ce qu'ils estiment être des soupçons totalement infondés. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement gênant, malgré tout, encombrant au minimum pour l'Élysée? C'est d'abord parce qu'Alexis Colère, c'est vraiment le proche parmi les proches. C'est le double d'Emmanuel Macron, tout simplement. C'est le double dans l'ombre. C'est véritablement, quand il y a Emmanuel Macron, il y a Alexis Colère. C'est non seulement un job stratégique à la tête de l'Élysée, secrétaire général, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que ça fait des années désormais qu'ils avancent ensemble et Emmanuel Macron a d'ailleurs régulièrement estime qu'ils ont le même cerveau, la même façon de penser. Ils sont extrêmement proches dans toutes les prises de décision. Et puis l'autre raison pour laquelle... Donc quand on s'en prend à Colère, on s'en prend à Macron ? En quelque sorte, c'est-à-dire véritablement, Colère est la version anonyme, je dirais, de ce qu'est Emmanuel Macron. Et puis l'autre chose, c'est qu'Emmanuel Macron, depuis le début de sa présidence, a dit qu'il serait pour une République exemplaire, pour véritablement une moralisation de la vie politique et public, et cet homme de confiance d'Emmanuel Macron, le voilà tout d'un coup entaché au minimum de ce soupçon. Pour l'instant, simplement une enquête a été ouverte. C'est encombrant. Au départ, il y a une enquête de Mediapart, ça part de là. Plusieurs articles. Anticorps lit cette enquête et décide de porter plainte. Oui, alors d'abord, il faut le répéter. On l'a dit quand Jean-Luc Mélenchon avait des soucis sur sa campagne, quand Marine Le Pen avait des soucis. On le dit à nouveau pour Alexis Colère. Présomption d'innocence, évidemment. D'autant plus qu'on n'en est qu'au stade de l'enquête préliminaire qui vient d'être ouverte sur la plainte d'Anticorps. Donc pour le moment, les faits ne sont pas établis. On enquête pour savoir s'il y a une réalité des faits. Donc ça, il faut commencer par dire ça pour s'éviter tout problème. Deuxièmement, du côté d'Alexis Colère, on dit que la hiérarchie a toujours été prévenue.
toujours été prévenu de ces supposés ou possibles conflits d'intérêts, c'est lui qui le dit. Deuxièmement, qu'à chaque fois qu'un possible conflit d'intérêts a pu exister, il a pris soin, dit-il, ce sont ses mots, de se déporter pour éviter ce type de situation. 3, il se trouve dans les faits qu'évoquait monsieur il y a un instant, effectivement, il a choisi d'aller travailler chez MSC, mais une première fois, la commission de déontologie lui a dit non, il n'y est donc pas allé, et une seconde fois, la commission de déontologie a dit oui, et il y est allé. Et puis dernier point... Donc il a respecté les règles. Attendez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous dis là ce que dit Alexis Kohler. Et puis quatrième point, quand on lui parle des articles de Mediapart qui sont à l'origine de cette enquête, et je crois pouvoir dire que Anticor n'aurait jamais eu l'idée de porter plainte si vous n'aviez pas pris connaissance de ces articles-là. Quand on lui parle de ces articles, il dit, et je mets quasiment des guillemets, que c'est un tissu de mensonges, que les faits sont erronés ou en tout cas approximatif, et qu'il se réservait le droit, mais ça c'était avant la plainte, qu'il se réservait le droit de porter plainte en diffamation contre Mediapart. Voilà. Donc là, je ferme la parenthèse, mais oui, c'est embarrassant pour l'Élysée, à double titre, si vous me permettez. D'abord parce qu'Apolline vient de le dire, c'est le secrétaire général de l'Élysée, c'est le personnage le plus important de la Macronie. Alors on dit même que le secrétaire général de l'Élysée, c'est le fonctionnaire le plus important de France. On avait coutume de dire ça, je me souviens du temps de Claude Guéant, on disait voilà, c'est l'homme le plus puissant de l'État. Mais il y a une deuxième raison, et ça a été évoqué par monsieur il y a quelques minutes, c'est qu'on lui reproche d'avoir, au nom de l'État, fait des affaires avec MSC, et donc d'avoir été, je mets encore des guillemets, couvert par Emmanuel Macron, puisque la commission de déontologie a dû forcément recueillir l'avis du ministre à l'époque, et le ministre a dit que jamais Alexis Kohler ne s'était occupé de ces dossiers en tant que collaborateur du ministre. Juste donc, un point ça touche indirectement Emmanuel Macron. Les moments où d'ailleurs Alexis Kohler s'est mis de côté pour ne pas avoir à traiter de ces dossiers, et puis les moments où il était aussi de l'autre côté, c'est-à-dire où il n'était plus à Bercy. Il faut savoir qu'un des autres personnages qui s'est occupé de ces dossiers pour Bercy, c'était Julien Denormandie, qui est aujourd'hui ministre du Logement. Et donc c'était vraiment il faut imaginer que c'est quand même vraiment je dirais pas une bande parce que le mot serait presque péjoratif, mais c'est la team Macron. C'est vraiment une équipe très proche qui parfois du coup se sont retrouvés finalement face à face comme ça a été le cas, mais on sait les liens qui en réalité les unissaient. Et Julien Denormandie, qui était ce matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, on lui a posé la question et sa réponse a été très claire, et je remets des guillemets, circuler, il n'y a rien à voir, voilà. Alors, la réponse maître, de Julien. Est-ce qu'on ne cherche pas d'époux à Alexis Kohler? Parce que quoi, vous craignez quoi? C'est le mélange des genres, le conflit d'intérêts? Comment vous pourriez qualifier? Ah mais bien sûr, c'est le mélange des genres, et il ne s'agit pas d'un petit mélange des genres. On est encore une fois en train de parler de sommes qui donnent le vertige. C'est ça qui est difficile à comprendre. Il faudrait démontrer que le fait d'avoir fait des allers-retours entre des responsabilités au sein de l'État et au sein de cette société et favoriser cette société. Ce ne sont pas les allers-retours qui posent problème, c'est dès le départ, M. Kohler aurait dû refuser d'être présent dans ce conseil d'administration où il était en conflit d'intérêts. Cette capacité à se déporter, elle existe, mais dans ce cas-là, elle est écrite, elle est co-signée à la fois par le ministre et par le directeur de l'administration centrale qui est en cause. Si ces documents sont là, il suffit de les présenter. Il n'aurait pas dû travailler dans cette entreprise parce qu'il y a des liens familiaux avec cette entreprise? À partir du moment où on est un haut fonctionnaire, on est soumis à un devoir d'excellence. Et ce devoir d'excellence, il doit également se matérialiser par le respect le plus strict de la séparation à la fois des pouvoirs et de la dépense publique. Il y a plein de hauts fonctionnaires qui dirigent ensuite des entreprises. Mais pas des entreprises de leur famille. Et ils ne prennent pas, pendant qu'ils sont hauts fonctionnaires, des décisions qui peuvent éventuellement profiter et bénéficier. Aujourd'hui, vous pouvez démontrer que cette société MSC a profité du passage d'Alexis Kohler? Non, ce qui apparaît aujourd'hui... Dans un contrat, par exemple, signé avec les chantiers de Saint-Nazaire? Ce qui apparaît aujourd'hui, et je cite Mediapart, mais également Le Monde qui le répète ce midi, c'est un mensonge. C'est ça qui pose le plus de problème. Mediapart parle d'un mensonge d'État, et Le Monde en rajoute en disant que Alexis Kohler a caché ses liens avec sa famille. Parce il aurait déclaré des liens familiaux. Mais qu'est-ce que ce sont des liens familiaux? Est-ce que des liens familiaux, ça veut dire que quelqu'un de chez vous travaille là-bas? Ou est-ce que ça signifie que c'est votre famille qui a créé, fondé et construit cette société? On joue sur les mots, là. Ben oui, mais c'est pas la même chose. Et c'est pas moi qui joue sur les mots. Donc il aurait caché ça à la commission de déontologie pour que ça passe? Écoutez, oui.
Écoutez, oui, parce que là, et là aussi, il y a un problème et une contradiction dans leur argumentaire. Parce que sur la première décision, pourquoi la commission de déontologie refuse-t-elle qu'il rejoigne MSC en 2014 s'il n'a jamais eu à connaître, comme on dit dans le jargon administratif, de MSC avant cette date? Et pareil en 2016, pourquoi faut-il que Emmanuel Macron fasse une attestation si là encore il n'a jamais eu à connaître, comme on dit? Vous voyez ce danger? Par ailleurs, 6 mois plus tard, eh bien, il était lobbyiste pour MSC et il allait représenter ses intérêts à Bercy, là où il était 6 mois plus tôt. Juste pour information, parce que vous parlez de liens familiaux, pour les gens qui nous regardent, ils doivent se demander quels liens familiaux il y a. En l'occurrence, les fondateurs, créateurs de cette grande entreprise, 25 milliards de chiffre d'affaires, vous le disiez, ce sont des cousins germains de la mère d'Alexis Kohler. C'est pour ça que lorsqu'il a été interrogé lui-même, il a dit ce sont des cousins éloignés par leur lien familial, mais qui sont venus le chercher et sans doute pas complètement au hasard. C'est-à-dire qu'il y a quand même une chose qui est assez claire, c'est qu'effectivement, quand il est choisi pour siéger au conseil d'administration de MSC, c'est très probablement aussi parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils ont ce lien. Et c'est peut-être pas en soi un problème, mais en tout cas, il faut simplement dire les choses telles qu'elles sont. Des hauts fonctionnaires remarquables, il y en a beaucoup dans ce pays. C'est là où j'ai du mal à voir. C'est sans doute parce qu'il y a ce lien qui vient attendez, là pour le coup, et c'est ce que nous présentons avec l'association Anticor, une fois qu'on a découvert les éléments qui sont présentés par Mediapart, il se trouve que la prise illégale d'intérêt, c'est le fait d'avoir des intérêts directs et indirects. Or là, si le fait de siéger au conseil d'administration d'une entreprise dont le seul fournisseur, puisque les chantiers de l'Atlantique sont le seul fournisseur de Méditerranéan Shipping Company, bien, si cette société, c'est votre famille, si ça n'est pas un lien indirect, alors qu'est-ce que c'est un intérêt indirect? C'est là quelle est la difficulté. Nous sommes forcés de poser cette question et en plus aujourd'hui nous sommes forcés de constater qu'il y a des éléments sur lesquels nous n'avons pas de réponse. L'association Anticor souhaite la démission d'Alexis Kohler ? Ce n'est pas notre rôle. Nous avons souhaité saisir le parquet pour qu'il ouvre son enquête. C'est fait. Il peut rester secrétaire général de l'Élysée ? Il n'est pas mis en examen à ce jour. L'enquête suit son cours en tant que, si vous voulez... Qu'est-ce qu'il risque ? Prise illégale d'intérêt, trafic d'influence ? Prise illégale d'intérêt, c'est quand même 5 ans de prison et le trafic d'influence, c'est 10. Donc ce sont quand même des peines importantes et j'ai le sentiment que cette affaire est un peu prise par-dessus la jambe, si vous voulez, dans la manière dont il est fait réponse depuis quelques semaines. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on aurait attendu après ces publications dans Mediapart ? Bien simplement des éléments, puisqu'il paraît qu'il s'est déporté. Eh bien, je ne sais pas, moi, encore une fois, le fait de se déporter, c'est matériel. C'est un document qu'on peut produire, qui a été signé, validé par votre ministre, par votre directeur d'administration centrale. Aujourd'hui, aucun de ces documents n'est disponible. La réponse que devrait avoir l'Élysée à ce sujet, c'est la transparence. Donc le circulé n'a rien à voir pour l'instant, ça c'est pas suffisant, le rendement Napoléon de Malherbe. Il faudra plus d'explications. Ce qui est intéressant dans la réponse de l'Élysée, et on suppose d'Alexis Kohler, c'est qu'il promet de fournir tous les documents nécessaires aux enquêteurs, documents qu'il a jusqu'à présent refusé de livrer à Mediapart. À la fin du premier article de Mediapart, il y a la liste de toutes les questions auxquelles Alexis Kohler n'a pas voulu répondre. Parmi ces questions, il y a évidemment les documents permettant, entre guillemets, de l'innocenter. Ces documents, vraisemblablement, et on peut le comprendre d'ailleurs, il les réserve à la justice. On aura sans doute très vite la réponse à la question que vous posez. Comprenez la position d'une association anticorruption comme Anticor. Vous voyez un fonctionnaire en situation de conflit d'intérêts, qui n'a aucun moyen permettant de justifier qu'il a fait les efforts permettant d'y échapper. Que voulez-vous faire? Il est bien normal de saisir la justice et de demander à ce que ces choses soient éclaircies. C'est intéressant d'ailleurs parce que ce sont les suites de l'affaire Cahuzac d'une certaine manière. Absolument. Puisque l'association Anticor a la faculté de porter plainte depuis cette affaire-là. C'est le parquet national financier qui s'en saisit, qui a été créé à l'issue de cette affaire-là. C'est intéressant. Mais je tiens à... Il est obligé de s'en saisir le parquet, simplement pour que ceux qui nous regardent comprennent bien. C'est automatique. Voilà. C'est automatique. Oui, le parquet... c'est important de le rappeler. Le parquet doit lancer son enquête, absolument. En même temps, il n'est pas obligé de l'annoncer comme ça. Mais il y a un point qui est important, c'est que c'est une affaire qui est différente de l'affaire Cahuzac et qui est sans doute plus importante. Oui, bien sûr. Les montants sont largement supérieurs. Combien ? On ne parle pas du tout de la même chose, encore une fois. MSC, Méditerranéan Shipping Company en Suisse, c'est 6 milliards d'euros de bénéfices par an. C'est de ça dont on parle. Oui, mais attention, la question quand même, il ne faut pas non plus tout mettre dans le même sac, c'est pas forcément un gain
personnel pour Alexis Kohler, alors que, en l'occurrence, il n'est pas non plus responsable de ces 6 milliards de profits. Voilà, simplement, il faut juste quand même dire les choses. Bien sûr, mais vous avez tout à fait raison, et ce n'est pas ce Je pense qu'on en reparlera. Merci à tous les trois. On en parle avec vous, Laurent Mauduit, journaliste cofondateur de Mediapart. C'est vous qui avez sorti l'affaire, comme on dit. Avec ma consoeur, Martine Orange. Voilà, avec Martine Orange. Myriam Ankawa, journaliste politique au Parisien. Soazic Kemener, rédactrice en chef politique à Marianne. Bonsoir. Et Laurent Neumann, éditorialiste politique à BFM TV. Merci à tous les quatre. Alors, est-ce qu'il y a une affaire Kohler, Laurent Mauduit ? Oui, il a vécu, comment dire, dans le silence. Dès le début, je dirais, avant même d'être conseiller ministériel, il est sous-directeur à l'Agence des participations de l'État. Et à l'époque, nous sommes juste avant 2010. On est en 2010. Il accepte d'être le représentant de l'État au conseil d'administration de STX, les chantiers de Saint-Nazaire, dont à l'époque, le seul client, c'est le groupe dont vous parliez à l'instant, MSC, auquel il est lié familialement. Sa mère est la cousine germaine des actionnaires du groupe. Or, il tait à l'époque, et donc il accepte de représenter l'État à ce conseil d'administration, à tel point que dans ce conseil, on va voter en 2010 l'achat d'un bateau de MSC. Et il dira à l'époque, un peu plus tard, quand il demandera à partir à la commission de déontologie, il dira, mais si j'ai voté en faveur de cette commande, c'est sur instruction du ministre. La seule chose, c'est qu'il a caché en 2014, une première fois à la commission de déontologie, le lien familial qu'il avait avec ce groupe. Et donc, si à l'époque, la commission de déontologie a émis un avis défavorable, c'est seulement à cause de ce vote, en disant, sous 3 ans, vous ne pouvez pas passer. Oui, il faut rappeler la règle. La règle est évidemment... La règle, c'est que vous ne pouvez pas passer au privé dans une entreprise sur laquelle vous avez exercé l'autorité publique. Fonctionnaire. Voilà. Et en 2016, donc l'avis est défavorable. 2 ans après, il redemande à passer à MSC. Et comme les faits incriminés connus de la commission de déontologie étaient ultérieurs à ces 3 années, la commission dit oui. Sauf qu'à l'époque, encore une fois, il cache le lien familial. Et donc Mediapart a publié les avis de la commission de déontologie. Et moi, j'ai eu le lien avec un membre de cette commission de déontologie qui dit très clairement, cette omission a été de nature à altérer l'avis de la commission de déontologie, qui n'est pas... ce ne sont pas des magistrats, ils n'enquêtent pas. C'est une autorité administrative qui juge en fonction des pièces dont elle dispose. Donc concrètement, Soazic Kemener, qu'est-ce qui est, quand Anticor porte plainte pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence, qu'est-ce qu'elle laisse entendre, cette association anticorruption? Elle laisse entendre que le secrétaire général actuel de l'Élysée aurait profité de sa situation à l'intérieur de l'appareil d'État pour favoriser une entreprise avec laquelle il a des liens familiaux. C'est bien cela? Oui, c'est ce que dit Anticor, mais en fait, ça pose 2 questions politiques, je pense, cette affaire révélée par Mediapart. La première question, c'est le pantouflage. C'est quand on est un haut fonctionnaire et puis qu'on retourne travailler dans le privé. Alors là, en plus, il y a des liens familiaux, mais ça, de toute façon, on sait que c'est repéré depuis longtemps comme une potentielle source de conflit d'intérêts. Donc la justice va enquêter là-dessus, va s'intéresser à ça. Et puis ça pose une seconde question, c'est-à-dire que quand Alexis Kohler entre à MSC Croisière, donc la 2e fois, quand ça fonctionne en 2016. Ensuite, il devient l'un des piliers de la campagne d'Emmanuel Macron. Comment il pouvait être à la fois à MSC et être un pilier de la campagne d'Emmanuel Macron? C'est ça les 2 questions aussi qui sont posées du côté politique. On sait que ce matin à l'Élysée, c'était au sujet de la réunion qui a lieu traditionnellement le lundi entre conseillers. Donc ça a été discuté. Alors pour l'instant à l'Élysée, on dit effectivement que tout se passe bien et qu'il n'y a rien à circuler, il n'y a rien à voir. Et aussi, un des arguments qu'on peut entendre, c'est Alexis Kohler n'est pas connu des Français. En revanche, vous l'avez dit, c'est un argument qui ne tient pas, puisque, vous l'avez dit, c'est le 2e cerveau d'Emmanuel Macron. C'est une personnalité extrêmement importante aujourd'hui à l'Élysée. Mais c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est repéré aujourd'hui dans l'espace politique. D'ailleurs, on voit les alertes ce matin, c'était le secrétaire général de l'Élysée et pas Alexis Kohler, parce que c'est pas quelqu'un qui est connu encore des Français. Alors, à l'Élysée, on assure que l'actuel secrétaire général avait non seulement informé sa hiérarchie de ses liens avec MSC, mais qu'il s'était en plus déporté des sujets, c'est l'expression pour dire qu'il n'a pas traité le sujet, lié au dossier de Saint-Nazaire et de STX, qui avait été confié à l'actuel secrétaire d'État, Julien Denormandie, à l'époque, qui était conseiller de Pierre Moscovici. Donc, la défense
d'Alexis Kohler. Il n'a jamais commencé pris part à ces décisions. Il ne s'est pas mêlé de ce dossier industriel. En fait, c'est ce qu'explique l'Élysée, les conseillers du président de la République. Et d'ailleurs, Pierre Moscovici, je parle sous votre contrôle, dit bien à Mediapart qu'effectivement, Alexis Kohler s'est déporté pendant toute cette période, à partir de 2012 jusqu'en 2014, au cours de laquelle c'est inexact. Le sauvetage, c'est ce que dit Pierre Moscovici. En tout cas, il affirme que on finit sur la défense aujourd'hui, on revient dans un ce que je voudrais dire, c'est que les Français ne savent pas forcément. Le conflit d'intérêts, c'est pas le favoritisme. C'est une situation où deux intérêts sont en conflit. Et c'est cette question-là qui se pose absolument aujourd'hui. Quand bien même ce que dit l'Élysée, la défense d'Alexis Kohler fonctionne, on a véritablement deux intérêts qui, au moment, par exemple, de sa présence au conseil d'administration d'STX, quand il est à l'agence de participation de l'État, effectivement, met en parallèle, côte à côte, deux intérêts qui peuvent être contradictoires. Donc c'est ça le motif juridique, c'est on ne peut pas être en conflit sur des intérêts contradictoires. Vous voulez dire il n'a peut-être pas du tout profité ni lui-même ni l'entreprise, mais c'est la situation, la position des uns et des autres qui déjà est une question, et question éthique. Absolument. Laurent Neumann. Alors, ce qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a le côté judiciaire, mais il ne faut pas se cacher la vérité, il y a aussi le côté politique. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à travers Alexis Kohler, ça n'est pas au fond Emmanuel Macron qu'on essaye de viser? Vous avez employé le mot... Ça, vous posez la question à Mediapart et Anticor, alors. Le deuxième cerveau, mais surtout le secrétaire général de l'Élysée. C'est le patron d'une véritable PME. C'est un travailleur acharné. Et vous savez, il y a une petite anecdote... Extrêmement discret, Il y a une petite anecdote que je trouve savoureuse. Quand Emmanuel Macron a quitté Bercy, il a parlé d'Alexis Kohler. Et il a dit, vous savez, ça fait 2 ans qu'on vit dans des bureaux mitoyens, il y a juste la porte à ouvrir, 2 ans où on travaille ensemble matin, midi et soir, et parfois très tard dans la nuit. Quand au bout de 2 ans, vous êtes toujours là, il y a 2 possibilités. Ou vous devenez amis, ou vous ne pouvez plus vous supporter. Et il dit, oh non, nous, on est devenus amis. Et d'ailleurs, une fois qu'il devient président, il en fait son secrétaire général. Ça veut dire qu'indirectement, cette affaire concerne politiquement Emmanuel Macron. Alors si judiciairement il n'est pas visé par la plainte, son nom forcément sera cité dans l'enquête qui vient d'être lancée. Donc oui, ça peut avoir des soucis, sauf si l'enquête préliminaire s'arrête avant d'être renvoyé vers un juge d'instruction. Oui, alors l'enquête, elle va se dérouler, pardon, je vous donne la parole tout de suite, Laurent Mauduit, puisque l'Élysée dit que c'est bien volontiers que M. Kohler communiquera spontanément au parquet l'ensemble des documents qui prouvent sa conduite respectueuse du droit dans toutes les circonstances de son parcours professionnel. On n'en attendait pas moins. Bon, Laurent, on ne vise personne. L'important, c'est d'établir les faits. Dans les faits, il y a dans le dossier de la commission de déontologie une attestation signée Emmanuel Macron en 2016. Donc ça pose... En tant que ministre de l'économie. En tant que ministre de l'économie. Ça pose une question très concrète. Il y a 2 cas de figure. Soit Emmanuel Macron était informé du lien familial qui était de nature, je vous l'ai dit tout à l'heure, éventuellement à altérer l'avis de la commission de déontologie, et Emmanuel Macron l'aurait tué. L'autre hypothèse, c'est que ces 2 personnes si proches, si amies, l'un des 2, Alexis Kohler, aurait caché à Emmanuel Macron le fait qu'il avait un lien familial. Donc de bout en bout, l'histoire est absolument incompréhensible, enfin pose de très graves questions. C'est pour ça que tout à l'heure je vous pointais, il est membre de la PE, l'agence de participation de l'État, et il accepte de siéger dans un groupe dont le seul client, c'est son groupe familial. Oui, alors il répond aussi que c'est le trésorier de l'État, c'est la direction du Trésor qui décide des ventes et des achats de STX en l'occurrence. Vous dites, pardon, je suis lié familialement, je ne peux pas siéger. Il accepte de se mettre dans un très grave conflit d'intérêts. Par ailleurs, dans toutes les procédures de décision, il n'a jamais... Quand un ministre a peur qu'il y ait un conflit d'intérêts, la pratique très ancienne, et moi qui ai chronique la vie du ministère des Finances, je la connais, le ministre fait une note à tous ses collaborateurs du cabinet et à tous les directeurs d'administration centrale en disant « Je vous préviens que mon directeur de cabinet ne traitera pas tel dossier ». Ça s'est passé avec Laurent Fabius quand il a embauché un Bruno Kremel comme directeur de cabinet. Il venait de PPR et ça s'est rejoué. Alors c'est ce qu'il affirme, lui. C'est un peu ce qu'il dit. Non, il n'y a pas une note de service. Il n'y a pas une note de service. Et ça s'est fait à nouveau à l'époque de Michel Sapin, quand il a pris Thierry Olagnon, qui venait de la Société Générale. Et si on posait la question à l'inverse, Laurent Mauduit, parce que en fait, quand MSC vend un certain nombre, achète un certain nombre
de paquebot à STX et sauve STX concrètement, régulièrement, de la faillite. Oui, et ça se fait. Oui, est-ce que, du coup, MSC n'a pas rendu service à STX? Non, parce que ça se fait comment? Avec des crédits de l'État français, garantis, comme n'importe quelle entreprise qui aurait acheté des paquebots. Bonifiés par conséquent, donc avec garantie, avec de l'argent public. Or, dans les circuits de décision, vous verrez ce que nous allons publier ce soir sur Mediapart. Ah bah dites-le nous. Mais je vous le dis, c'est que les hauts fonctionnaires, dont un notamment à Matignon, ils n'ont jamais été... Quand ce sont des très gros crédits, ça ne passe pas par la commission ad hoc des crédits export. Ça se fait sous la forme d'une note au ministre. En l'occurrence, le patron d'Alexis Kohler. Or, personne des gens qui ont été dans ce processus de décision de crédit avec des notes au ministre, personne n'a été informé qu'il ne fallait pas envoyer des notes en copie à Alexis Kohler. Et donc, c'est assez simple à prouver. Je veux dire, si vous voulez prouver sa bonne foi, dans toutes ces procédures... Vous attendez, en l'occurrence, vous attendriez qu'il publie ces notes, qu'il rende publique cette note interne, par exemple. La commission de déontologie, je vous dis, j'ai produit le témoignage anonyme d'un de ses membres qui dit « Nous n'avons jamais été informés de ces liens familiaux. Il a caché quelque chose. » Et donc, la question le concerne lui et concerne aussi Emmanuel Macron du fait de cette attestation. Trois petites remarques. D'abord, Laurent Mauduit, il a répondu à ma question. Quand je vous demandais si Emmanuel Macron n'était pas indirectement visé, Laurent Mauduit a dit clairement oui, puisqu'il est concerné. Oui. Il n'est pas visé par la plainte d'Anticor, mais son nom sera forcément cité. La deuxième chose, il faut quand même le rappeler, Laurent Mauduit ne me démentira pas, on est au stade de l'enquête préliminaire, et donc rappeler la présomption d'innocence d'Alexis Kohler, comme on l'a fait pour Jean-Luc Mélenchon, pour Marine Le Pen, pour tous les responsables politiques qui ont maille à partir avec la justice d'une manière ou d'une autre. Et puis troisièmement, et c'est là où il peut y avoir des soucis politiques, c'est que cette affaire, comme toutes les autres affaires qui concernent ou des hauts fonctionnaires ou des responsables politiques, va feuilletonner. Ça va durer longtemps. Et donc, ça va devenir un vrai souci parce qu'on va y revenir sans cesse au fur et à mesure qu'on va découvrir des documents. Alexis Kohler a l'entière confiance du président de la République, c'est ce que dit l'Élysée à BFM TV ce soir, qui réagit, je dirais, un peu crescendo, parce que du côté de la République En Marche, du côté des députés, du côté, etc., des ministres, c'était silence radio. Une volonté... je dirais, de neutraliser l'affaire, de ne pas trop en parler et effectivement de ne pas la politiser, Soisic Kemener. Hein. Oui, mais on voit bien que c'est pas possible. On est lundi soir, c'était lundi matin et on voit bien qu'effectivement les choses ont changé en cours de journée. Alexis Kohler, c'est l'un des seuls qui parle le Macron aujourd'hui. Regardez, Emmanuel Macron, il est très seul dans son dispositif politique. C'est pas un hasard si Alexis Kohler parle de plus en plus aux journalistes. Il était devant l'association de la presse présidentielle il y a encore quelques temps. Il a parlé devant la presse économique aussi. C'est nouveau, il s'exprime parce qu'il parle le Macron et qu'il y a besoin de quelqu'un qui occupe ce poste-là. Donc c'est aussi la solution pour désamorcer une crise comme ça. Il faudrait que tout aille très vite. Il faudrait que le parquet décide, au fond, soit de classer, soit d'ouvrir une information, une véritable enquête. On passe vraiment à l'autre stade. Il faudrait que les personnalités qui seraient auditionnées, je pense à Pierre Moscovici et d'autres, jouent le jeu rapidement et de façon discrète. Mais ça va être très compliqué parce que on commence un feuilleton. Oui, il est évidemment éminemment politique. Et pour l'instant, il y a des zones d'ombre. Merci. Mais c'est plus grave que ça, me semble-t-il, parce que le problème, c'est pas tellement les pantouflages dont on parlait, ce sont les rétro-pantouflages. Or, en fait, avec Macron, il y a énormément de rétro-pantoufleurs. Macron lui-même. Et donc, du coup, le code pénal sanctionne les passages au privé qui se font dans de mauvaises conditions. Mais il n'y a pas de règle légale du passage du privé vers le public. Et donc on a un problème d'éthique et un problème pénal. Il y aurait une grande réforme à faire pour mettre de la morale dans ces transferts. Merci beaucoup, merci à tous les quatre.